Fin juin 2021, François Villeroy de Galhau expliquait à qui voulait bien l'entendre que le Bitcoin était une menace sérieuse pour la souveraineté monétaire de l'Europe, car il était un véritable danger pour l'euro. Ces déclarations m'avaient beaucoup amusé, car effectivement, si la population trouvait mieux que l'euro et que cette alternative n'était pas interdite, l'euro serait probablement délaissé. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les tentatives comme les monnaies locales ou l'or ont été combattues avec succès par le pouvoir en place. Reste à savoir s'il en sera de même pour Bitcoin. Et pour ma part, je pense que Bitcoin pourrait bien réussir là où l'or a échoué, car Bitcoin est une monnaie dématérialisée. Mais on y reviendra. Maintenant, de là à dire que Bitcoin va détruire l'euro me semble peut-être un peu excessif. Tout comme la voiture n'a pas détruit les calèches. Les calèches ont simplement été remplacées par les voitures. Libre à vous de vous promener en calèche si vous le désirez. Et pourtant, après avoir réfléchi un peu plus longuement à la question, je me demande si Monsieur Villeroy de Galhau n'a pas vu juste, au final. Et si l'existence de Bitcoin avait effectivement un pouvoir de destruction des monnaies argent-dette. Aujourd'hui, on parle de l'euro et du dollar, mais surtout des raisons pour lesquelles ces monnaies sont probablement programmées pour s'autodétruire. Allez, c'est parti. Sur la chaîne principale Grand Angle, Richard avait fait une vidéo pour expliquer que les différents systèmes monétaires, qu'ils soient basés sur l'or, sur l'argent-dette, qu'ils soient inflationnistes ou déflationnistes, n'étaient ni bien ni mal en soi. Ils sont cohérents en eux-mêmes et peuvent fonctionner dès lors que les règles sont respectées, et surtout si tous les acteurs économiques comprennent ces fameuses règles. Par exemple, un épargnant est un perdant dans un système inflationniste comme celui dans lequel nous vivons. Pour résumer, dans notre système actuel, la création monétaire est réalisée par les banques commerciales lorsqu'il y a création d'un prêt. De la même façon, la monnaie est détruite lorsque le prêt est remboursé. Lorsqu'un boulanger emprunte par exemple 10 000 € pour acheter un four, le banquier crée 10 000 €, et lorsque le boulanger rembourse ce prêt, le banquier détruit ces 10 000 €. Si vous vous questionnez sur les intérêts qui sont collectés par le banquier mais non détruits, rassurez-vous, ça marche très bien grâce à une logique récursive des cycles de création monétaire. Si vous ne me croyez pas, c'est très bien, allez voir cette vidéo. Donc, un tel système d'argent-dette peut fonctionner en théorie si le risque est correctement évalué et si le capital est alloué de manière judicieuse. La masse monétaire varie en fonction de la masse des prêts en cours, qui elle-même varie en fonction de l'activité économique. La masse monétaire est en quelque sorte en avance sur la croissance future, puisque la création monétaire se fait par l'intermédiaire des prêts. Au final, pour faire très simple, en période de croissance, votre pays a un développement rapide car tout le monde a accès à la monnaie que le banquier peut créer. A l'inverse, lorsque vous rentrez en récession, celle-ci est plus dure car la destruction monétaire l'emporte sur la création monétaire. Les crises sont donc plus profondes et plus fortes, mais c'est la contrepartie à payer pour des phases de croissance plus rapides. Donc si on accepte ces deux postulats, ça peut fonctionner. Au bout du bout, la masse monétaire s'adapte à la taille de votre économie. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, nous avons une plus grande tolérance au plaisir qu'à la douleur. Nous sommes des êtres asymétriques de ce point de vue-là. Du coup, lorsque les récessions arrivent, tous nos politiciens sont unanimement d'accord pour ne pas suivre les règles du jeu. Sauf qu'à force de sauver l'économie et surtout de sauver les banques, qui sont souvent en grande partie responsables de la mauvaise allocation du capital, le système est devenu tout à fait corrompu et inconsistant. Aujourd'hui, les banques commerciales créent de la monnaie mais ne sont jamais tenues responsables quand les choses tournent mal. Nous sommes rentrés dans le fameux too big to fail, une privatisation des gains et une nationalisation des pertes qui faussent complètement la donne. D'après moi, l'économie est atteinte d'analgésie congénitale. C'est une maladie très rare et très sérieuse qui se caractérise par la perte du sens de la douleur sous toutes ses formes. Et vous savez, un organisme ne ressentant plus la douleur ne dure pas très longtemps dans la nature. C'est donc bien cette inconsistance qui a corrompu la monnaie dette et non le principe de la monnaie dette en lui-même. Si nos amis les banquiers faisaient leur travail, respectaient les règles et surtout étaient tenus responsables de leurs fautes, cela pourrait fonctionner. Je vous l'accorde, ça fait beaucoup de si, mais il est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, et Bitcoin dans tout ça ? Permettez-moi une petite aparté pour que l'on comprenne bien pourquoi je pense que Bitcoin pourrait réussir à devenir une monnaie là où l'or a échoué sur les 100 dernières années. L'or s'est imposé dans deux cas. Le premier, dans le cas de l'anomie, à savoir un monde sans règles, le chaos. Lorsque vous voyagez et que vous rencontrez des gens sans aucune base légale commune, vous pouviez vous mettre d'accord sur la valeur de l'or car sa valeur transactionnelle s'est établie à travers la planète de façon chaotique mais relativement spontanée. C'était le plus petit dénominateur commun, mais cela était la règle pendant très longtemps dès que vous sortiez de la zone d'influence de votre souverain attitré. Le deuxième cas, c'est lorsque les États se sont emparés de l'or comme base monétaire pour asseoir la confiance dans leur monnaie. L'or est fondamentalement quelque chose qui n'est pas pratique. Avant d'inventer la pièce, il fallait peser l'or mais aussi s'assurer que ce métal jaune était bien authentique.
C'est pour répondre à ce type de problème que les souverains ont inventé la pièce d'or avec leur tête dessus. L'idée c'était que le souverain se portait garant et assurait la valeur de la pièce, à savoir son poids et sa pureté. Au final, en ce qui concerne l'or, vous avez donc toujours besoin d'un intermédiaire pour en faire des pièces ou des lingots. Donc l'or en tant que monnaie a peut-être bien échoué car il a toujours besoin de ce tiers de confiance pour être utilisable. Encore une fois, sans cela, il est fondamentalement très peu pratique. Et les monnaies locales alors, pourquoi n'ont-elles pas marché ? Eh bien, je dirais tout simplement parce qu'elles sont locales. Étant donné que leur zone d'influence est circonscrite à un espace où il y a déjà un souverain, ce dernier a clairement mis en place une barrière légale pour protéger sa monnaie. Le pouvoir au sein d'une zone d'influence est rarement à partager. Donc maintenant, pourquoi Bitcoin pourrait réussir là où l'or ou les monnaies locales ont échoué ? Premièrement, Bitcoin est éminemment pratique. Rien à voir avec l'or. D'abord, vis-à-vis de son authentification. Aucun tiers de confiance n'est nécessaire. N'importe qui peut vérifier au moyen d'un matériel informatique relativement basique l'authenticité des bitcoins ou des satoshi qu'il vient de recevoir ou qu'il vient d'acheter. Et puis du côté transactionnel, grâce au récent et encore jeune Lightning Network, vous pouvez dorénavant faire transiter de la valeur en ligne instantanément et quasi sans frais au simple moyen d'un smartphone. On est loin des pièces d'or. Et puis deuxièmement, Bitcoin étant un protocole open source global, il est utilisable dans le monde entier, bien plus facilement qu'une monnaie locale physique. Si un pays veut interdire Bitcoin, il court le risque que les autres ne le fassent pas et de se retrouver avec un retard technologique relativement important par rapport à ses voisins. On avait largement discuté de ce sujet dans cette vidéo. Des grandes puissances actuelles, seule la Chine a pris le parti d'interdire Bitcoin. Et personnellement, je pense que c'est un grand risque pour le pays à très long terme. Et encore, pour le moment, il n'est écrit nulle part que la détention de Bitcoin ou de crypto par des particuliers est interdite. Bref, en tout cas, que ce soit aux US ou en Europe, personne ne semble vouloir interdire Bitcoin et les cryptos. Jérôme Powell, le président de la Fed, l'a même encore récemment mentionné devant le Congrès américain. Et nous en arrivons au propos final de cette vidéo. Pourquoi Bitcoin serait un poison pour l'euro ou le dollar ? Pour le comprendre, il faut admettre que Bitcoin pourrait vraiment être utilisé en tant que moyen de paiement. Grâce au Lightning Network, Bitcoin peut enfin gérer un nombre important de transactions et on voit qu'il s'impose progressivement comme moyen de paiement dans les pays où les monnaies sont les plus défaillantes. C'est un phénomène extrêmement intéressant à observer. Nous sommes peut-être au préambule d'une révolution monétaire qui atteindra nos pays dans quelques années. En gros, le jour où l'euro ou le dollar seront suffisamment défaillants, alors on préférera peut-être utiliser Bitcoin. On a d'un côté la confiance dans l'euro et le dollar qui se dégradent de jour en jour, et d'un autre côté on a celle dans Bitcoin qui grandit. À ce stade, on me répond souvent que le défaut principal de Bitcoin est sa volatilité. Je réponds que c'est comme reprocher à une chenille de devenir une chrysalide avant de se transformer en papillon. Si Bitcoin est volatile et que son prix augmente bien au-delà de la dévaluation du dollar et de l'euro, je pense simplement que c'est à cause de sa transformation d'un protocole de test utilisé par quelques geeks à une monnaie stable internationale. Oui, acheter du Bitcoin aujourd'hui est de la spéculation. Ceux qui seront devenus riches grâce à Bitcoin auront été récompensés par le marché pour avoir pris un risque lorsque les autres ne le voulaient pas. C'est comme investir dans Microsoft dans les années 90 ou en 2020. Le prix n'est pas le même, mais le risque non plus. Plus j'y réfléchis, plus je pense qu'il y a une double dynamique qui pourrait bien accélérer cette transition vers Bitcoin. D'un côté, plus le cours du Bitcoin se stabilise, plus il pourra être utilisé comme un moyen d'échange. Et plus il sera utilisé, plus la destruction de la masse monétaire de dollars et d'euros s'accélérera. Et de l'autre côté, plus les crises financières se succèdent, plus les dirigeants vont imprimer des dollars et des euros. Ces cycles participent à chaque fois à galvauder encore un peu plus la valeur de ces deux monnaies. Et à mon avis, cette dévaluation participera encore un peu plus à l'adoption de Bitcoin. Donc à cause ou grâce à ce cycle qui s'auto-alimente, on pourrait constater une destruction de la valeur des monnaies dettes, non pas linéaire mais bien exponentielle. Que pourront faire les autorités face à cela ? Eh bien, la même chose que d'habitude. Imprimer plus d'argent pour lutter contre la destruction monétaire, ce qui conduira à accélérer le processus de destruction de la valeur des monnaies. En langage d'économiste, les États seront tentés de lutter contre la chute de la vélocité de la monnaie et la chute de la masse monétaire par une augmentation de sa quantité. Voyant la situation empirer, les gouvernements pourraient également interdire l'utilisation de Bitcoin dans l'économie comme moyen d'échange. Vous n'auriez alors en théorie pas d'autre choix que d'utiliser les monnaies fiat. Bitcoin se limiterait alors à un rôle de réserve de valeur, un peu comme l'or actuellement. Maintenant, une des forces principales de Bitcoin est sa résistance à la censure. Il sera donc d'après moi très compliqué de faire respecter cette loi si les gens refusent d'être payés en monnaie de singe. Monsieur Morgan disait « l'or c'est la monnaie, le reste c'est le crédit ». Eh bien l'or, comme le dit Yves Chouefati, c'est juste du Bitcoin en moins bien. Maintenant, est-ce que ce scénario est certain ? Pas du tout. Et c'est bien pour cela qu'il est encore extrêmement intéressant d'acheter du Bitcoin aujourd'hui. C'est-à-dire parier sur son adoption future. Vous savez, tout le monde achète Bitcoin au prix qu'il mérite. Nous sommes peut-être à l'aube d'une refonte totale du système monétaire et financier. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça fascinant de réfléchir à comment tout ça va se goupiller. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.